Le pan du jour, Aglaïs Io. Le mot Aglaïs, issu du grec, se réfère à la beauté et à la splendeur. Dans la mythologie grecque, Aglaé est l'une des trois grâces. Le nom de l'espèce évoque Io, la fille d'Énakos, d'où dérive Inakis, l'appellation de l'ancien genre de cette espèce. La femelle pond entre 50 et 200 œufs en un amas compact dissimulé sous les feuilles de la plante hôte. Au terme de 2 à 3 semaines d'incubation, les larves sortent des œufs. Les chenilles en communauté recouvrent la plante d'un maillage de soie. Lorsqu'elles subissent une perturbation, elles se balancent latéralement et crachent un fluide vert foncé au parfum poivré et irritant. La vitesse de leur croissance épuise rapidement les ressources alimentaires, les contraignant à changer de plante à de nombreuses reprises. À gauche, on peut observer une plante dont les feuilles ont été mangées et laissées à l'abandon. Malgré l'aspect impressionnant de ses excroissances épineuses, la chenille est inoffensive. 3 à 4 semaines après leur éclosion, les chenilles, désormais matures, commencent à se disperser afin de trouver un lieu propice à leur transformation en chrysalide. Une fois le site de sa transformation choisi, tel qu'une tige sèche, la larve débute par la confection d'un coussinet en soie, sur lequel elle s'attache à l'aide de ses pattes anales, se suspendant ainsi la tête en bas, tout en repliant celle-ci contre son thorax. Elle demeurera dans cette position pendant 1 ou 2 jours. La nymphose. 1 à 2 jours plus tard, la peau dorsale de l'insecte se fissure, et la chrysalide commence à se dégager lentement de la cuticule larvaire. Cette dernière glisse progressivement vers l'extrémité de l'abdomen, se compactant sous l'effet des contractions de l'organisme, jusqu'à ne former qu'une petite boule appelée l'exuvie, dont les fausses pattes anales assurent encore le maintien de la chrysalide à son support. Chez les arthropodes, notamment les insectes, la cuticule constitue la couche la plus superficielle du système tégumentaire. Elle agit comme un squelette externe, l'exosquelette, permettant l'attachement des muscles. La nymphe ou chrysalide. La nymphe se caractérise à l'extrémité de son abdomen par la présence de 2 couronnes de crochets qui la maintiennent attachée à l'exuvie, connue sous le nom de crémastère. Par des mouvements de rotation continue, la chrysalide réussit à insérer ses couronnes de crochets dans le coussinet soyeux, puis à faire tomber l'exuvie larvaire. L'émergence. Après une période d'environ 9 à 15 jours, on peut distinguer à travers la cuticule semi-transparente de la nymphe les nuances du papillon arrivé à maturité, ce qui témoigne de l'imminence de l'émergence de l'imago. Afin de se libérer, le papillon applique une pression avec son corps et ses pattes depuis l'intérieur de l'enveloppe nymphale, ce qui entraîne la rupture de celle-ci le long de la couture qui définit la configuration des antennes.
L'expansion des ailes. Le papillon se place de telle sorte que ses ailes, encore réduites et plissées, soient librement suspendues dans l'air. La circulation de l'hémolymphe dans les nervures et l'entrée d'air dans les trachées favorise une expansion rapide des ailes. Le papillon se maintient fermement à son support, car toute chute pourrait compromettre ce processus délicat, entraînant une déformation irréversible de ses ailes fragiles. Le lépidoptère s'élèvera dans les airs une fois que ses ailes auront atteint une consistance solide, ce qui nécessitera environ 1 heure. L'hémolymphe est le fluide comparable au sang chez les arthropodes. L'expulsion du méconium. Dans les moments qui suivent sa sortie, le papillon excrète un liquide désigné sous le nom de méconium. Ce terme fait allusion à l'accumulation de résidus dans le système digestif qui ne peut être évacué durant la phase nymphale. Le saviez-vous? Ce processus est, parmi diverses théories, à l'origine de ce que l'on a appelé depuis l'Antiquité et au Moyen Âge les pluies de sang, souvent vues comme un augure de malheur et de désolation. Dans les écrits anciens, il est courant de rencontrer des explications qui relèvent du mythe des prodiges, des punitions divines ou des signes annonciateurs. À l'émergence de leur chrysalide, certains lépidoptères produisent un méconium liquide d'une couleur rougeâtre, similaire à du sang. Lorsque des sorties nombreuses et imprévues se produisaient, les papillons, en s'élevant dans le ciel, pouvaient libérer leur fluide qui retombait sous forme de pluie souvent teintée de rouge, enflammant ainsi l'imagination des gens. Dans ces temps anciens, la croyance aux mauvais augures et aux manifestations diaboliques était répandue. Ce papillon se distingue facilement par ses ocelles éclatants sur un fond rougeâtre évoquant les plumes du paon, ce qui explique son nom commun. La stratégie de survie. La teinte sombre du dessous de ses ailes représente un atout majeur, facilitant ainsi son intégration dans le paysage pour un camouflage efficace. Si cette stratégie s'est révélée inefficace face à une menace, il ouvre brusquement ses ailes, exhibant 4 grands ocelles ressemblant à des yeux. Ce comportement a un impact dissuasif sur le prédateur. Cette exhibition éclatante est accompagnée du frôlement des ailes ouvertes, émettant un son de sifflement qui accentue l'effet de surprise. Ce réflexe peut être déclenché par un simple claquement de doigts. Le butinage. Les papillons possèdent des organes buccaux qui incluent typiquement une paire de palpes et une trompe, souvent appelée spiritrompe ou proboscis. Cet organe est composé de 2 gouttières formant un canal pour l'aspiration des sucs nutritifs, le nectar des fleurs. Les autres éléments buccaux sont généralement atrophiés ou absents, à l'exception des palpes labiaux articulés qui protègent la trompe lorsqu'elle est enroulée.
De manière régulière, le papillon incline ses antennes afin de percevoir les arômes du nectar floral. Ces organes sensoriels jouent un rôle important car ils constituent le principal réceptacle des sensations olfactives. Ce sens se retrouve également dans la trompe, les palpes et les pattes.